Donc après cette longue digression sur les mythes et les rituels, je voudrais peut-être dire deux choses. C'est que donc de religion palawan, en fait, il n'y en a pas. Je pense que le mot de religion ne s'applique pas aux Palawan. Il n'y a pas d'abord indispensable à l'existence d'une religion organisée, à savoir un canon et puis un clergé, c'est-à-dire une bureaucratie, il n'y a pas évidemment, et il n'y a pas non plus de convergence véritablement dans les croyances. Il y a des variations dans les représentations, des variations qui peuvent s'expliquer peut-être comme je l'ai fait, mais qui ne forment pas un ensemble de représentations qui soit partagé par une communauté. Il n'y a pas de communauté de croyances. Et ça, c'était particulièrement évident dans cette région de Quezon où on avait affaire à ces petits rituels de... Je dis petits parce qu'ils n'étaient pas très longs, pas très élaborés, mais très importants dans la vie culturelle de la religion. Il s'agissait bien sûr de contacter des génies, des divinités, des puissances invisibles, pourtant humaines, mais invisibles. Mais alors c'était vraiment une atomisation incroyable de la vie rituelle, c'est-à-dire que chaque hameau avait son rituel et considérait que le rituel du hameau voisin, c'était que... Ils disent c'est que du cul, ouais, c'est rien du tout, c'est qu'inventé, c'est pas authentique, ils racontent des histoires, etc. Donc chaque groupe minuscule de voisins, de maisons, avait sa religion en quelque sorte. Donc c'est très, très difficile de parler de religion. Mais il y a une raison beaucoup plus importante qui fait que les Palawan ne sont pas, et ça c'est important pour la suite, c'est que il y a deux notions qui nous permettent de définir des représentations comme des représentations religieuses. C'est la foi et le sacré. Alors il n'y a ni foi ni sacré. Comme je vous l'ai dit, les mythes n'entraînent aucune foi, n'ont pas de valeur véritablement religieuse. D'ailleurs, les héros de mythes ne sont pas ceux qui sont présents dans les rituels, pas du tout. Ce sont plutôt des vieux chamans dont on se souvient, qui sont devenus ces chamans thaumaturges qui ont disparu, sont maintenant dans un univers supérieur et ils aident les chamans vivants. Mais les héros de mythes ne sont pas du tout des divinités qui sont l'objet de dévotion quelconque. La notion de sacré qui a été définie par Durkheim comme ce qui est interdit et séparé. Or, rien n'est interdit. Alors même le langage rituel un peu ésotérique qu'utilisent les spécialistes des rituels de Punang, ces grands rituels avec une liturgie extrêmement sophistiquée, développée, quand je parlais, alors mes meilleurs collaborateurs étaient des collaboratrices. J'avais un rapport avec les femmes dans cette région de Punang où il y avait ces grands rituels qui étaient extraordinairement faciles, joyeux, on se tapait dans le dos, on rigolait. Je disais certaines choses dans le langage rituel, je roulais par terre, etc. Rien de sacré, de l'interdit, voilà, il ne faut pas connaître, etc. C'était pas vraiment un langage secret, c'était un langage spécialisé, que les hommes comprenaient plus ou moins bien d'ailleurs, mais qui n'était pas interdit aux hommes. De même, il n'y a rien d'interdit.
Donc cette idée qu'il n'y a rien d'interdit, mais surtout qu'il n'y a rien de transcendant. Voilà, les Palawans sont des gens qui vivent dans l'immanence, dans le hic et nunc. Et même le rapport aux divinités, au monde invisible, ce sont des rapports immanents. Ce sont des forces, c'est les rapports que nous avons avec le vent ou la pluie. Bah, c'est des forces naturelles qui sont là, qui ont une forme, une essence humaine, totalement humaine. Mais le rapport qu'on a avec, est un rapport d'échange, est un rapport de dialogue, et non pas du tout un rapport de dévotion pour des puissances. C'est pour ça que finalement ce ne sont pas des monothéistes dans ce sens-là du tout, bien qu'ils aient la conception, importée ou non de l'extérieur, je ne sais pas, d'un créateur unique et primordial. Voilà, donc il n'y a pas de religion. Voilà. Il y a des représentations, il y a des rituels, il y a des mythes, des histoires, mais il n'y a pas de religion au sens où nous l'entendons. Donc ça, c'est une chose importante. Je voudrais retourner un petit peu sur mes études et le climat dans lequel on faisait de l'ethnologie à l'époque. Il y avait donc, au moment de mes études, 3 paradigmes absolument dominants. C'était le marxisme, le freudisme, la psychanalyse, et le structuralisme. Alors, évidemment, le marxisme était l'idéologie obligatoire pour les études en France, à Paris, en sciences sociales, humaines. Il fallait être marxiste. Bon, je m'étais laissé entraîner là-dedans, mais je n'étais pas vraiment convaincu parce que je ne comprenais rien à la politique. Tout le monde se disputait. Je participais à ces milieux d'étudiants gauchistes où les titistes, et les castristes, et les maoïstes, et les trotskistes se traitaient mutuellement de ravisqueux. On était tous des ravisqueux pour l'autre. Bon, je crois que l'étiquette de ravisqueux a disparu actuellement, ce qui est dommage, c'est l'appauvrissement de la culture politique. Et moi, j'écoutais tout ça, mais je comprenais vraiment rien du tout. Et voilà. Et donc, alors le marxisme, bon, malgré tout, on a lu Marx, on nous a expliqué Marx, donc il y avait des choses importantes. Moi, j'ai toujours cité avec beaucoup d'intérêt l'introduction à la critique de l'économie politique, parce que là, il donne finalement sa méthode, qui est une méthode qui est celle des sciences humaines, c'est-à-dire on passe du concret à l'abstrait, on part du concret, c'est-à-dire de l'observation, et on va à l'abstrait, c'est-à-dire vers la conceptualisation en comparaison. Et après on revient au concret pour voir si les hypothèses qu'on fabrique à partir de la conceptualisation sont correctes, on les change, etc. etc. Donc on fait un va-et-vient dialectique, dirait-il, entre le concret et l'abstrait. Donc moi ça m'apparaissait comme la méthode des sciences sociales, qui sont j'y reviendrai, des sciences non pas d'expérimentation, mais d'observation, la base qui fait de l'ethnologie une science, et non pas une simple spéculation ou une philosophie, c'est qu'elle est basée sur l'observation. Et ce qu'on observe, c'est tout de même des choses extrêmement objectives. On a fait beaucoup de critiques de l'ethnologie, que c'était subjectif, etc., etc. Mais ce qu'on observe, ce n'est pas du tout subjectif. Je vous l'ai déjà dit, ce qu'on fait quand on fait de l'ethnographie, c'est enregistrer la parole des gens qu'on étudie, on est simplement à leur écoute. Et ce qu'ils disent, on ne leur dicte pas. On ne leur dicte pas du tout. Et après, les mots, c'est pour ça, alors là je viens à un autre aspect des choses, c'est que la langue reste tout de même le point de départ, c'est le concret dont on parle. C'est les mots, alors les mots, le lexique, mais aussi la grammaire, la syntaxe, qui permettent ensuite de comprendre beaucoup de choses. Alors un des premiers articles que j'avais écrit, et Nicole Ravel y avait contribué, c'est un article sur, j'ai découvert la structure du repas, mais à partir des mots, pas à partir des mots.
Et ça, c'était absolument passionnant parce que cette structure de repas, c'est vraiment un article assez pionnier qui n'a pas été beaucoup cité malheureusement par les gens qui ont étudié cette question-là. Est tripartite, n'est pas tripartite et synchronique, n'est pas. Il y a l'aliment principal, il y a ce qui va avec l'aliment principal et puis il y a ce qui donne de la saveur. Ces trois. Or, ces trois éléments du repas, qui ont des termes évidemment précis, se rapportent à trois activités différentes. Il y a trois régions différentes de l'environnement immédiat. Il y a le champ, la forêt et le jardin. Et donc, à travers des mots, on trouve ce que j'appelle, moi, les structures du quotidien. Le quotidien, c'est manger, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, et qu'est-ce qu'on fait, dans quel espace on se meut pour ramener ces aliments. Donc, là, quand on tire le fil, effectivement, il y a tout un tissage des sens et des activités qui vient avec le fil qu'on tire. Donc ça a été très important. Après, j'ai travaillé aussi sur les goûts et les odeurs. Donc la sémantique, la sémiologie au sens, après, qui était utilisée par d'autres gens, mais la sémantique, l'étude de la lexicographie m'a toujours paru absolument essentielle. Donc je suis resté vraiment... Donc de ce point de vue-là, n'est-ce pas, le climat qu'avait instauré aussi le structuralisme à cause de son emprunt aux méthodes, à la phonologie. C'est ça ce qui fait la force du structuralisme, c'est que c'est la même méthode que pour la phonologie de Saussure Trubetskoy et de Jacobson, bien entendu. Donc ça m'apparaissait très très utile et ça m'apparaît toujours très utile. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le structuralisme en tant que idéologie générale ou théorie de l'homme, etc., peut-être que, bon, ça n'existe pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est un truc qui a été construit par la mode. Mais l'anthropologie, à l'époque, déjà les années 60-70, après ça a été pire encore, commençait à entrer dans ce que Robert Aron, qui est le neveu de Raymond, avait appelé la glaciation. Les gens disaient des choses qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Donc là, on va entrer, mais ça j'en reparlerai plus tard, dans une période où l'anthropologie perd ses objets, et perd la boussole, perd le nord complètement. Et on entre dans la sémiologie, la philosophie du langage, et puis des théories pseudo-freudiennes du genre du n'importe quoi de Lacan. Voilà. Donc alors là, on est complètement perdu. Là, on en a perdu au moins 30 ans. L'ethnologie est tombée dans les marigots de la sémiologie, de la philosophie du langage. Donc là, c'était fini. Mais l'ethnologie fondée sur l'étude des langues reste à un ancrage totalement objectif dans la réalité. C'est ce que les gens parlent. C'est pas nous qui inventons les mots qu'ils utilisent. C'est pas nous qui inventons l'utilisation de ces mots par les locuteurs. C'est pour ça que la langue reste un ancrage absolument fondamental pour moi de l'étude de l'ethnologie, mais de l'étude de l'humain. Il faut savoir ce que les gens disent et comment ils parlent et quels termes ils utilisent. Donc cela, j'ai utilisé sans arrêt. Mais je faisais une utilisation partielle de là, et l'idée de faire un dictionnaire n'est venue que beaucoup plus tard, en fait, quand je me suis rendu compte, tardivement, que bien la langue palawan était en danger. Que beaucoup de vocabulaire que j'avais enregistré de la part d'informateurs plus âgés était absolument inconnu des jeunes générations, qui parlaient de plus en plus, évidemment, le philippin ou le tagalog, et qui donc oubliaient la richesse de leur langue. Là, j'ai commencé à vraiment vouloir faire un travail de pure lexicographie.